Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S907 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 octobre 2024. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Romuald de Catoire de la boutique spécialisée Camara Lille pour cette grande discussion consacrée au zoom transstandard. Alors, pour commencer, on va faire un petit listing des nouveautés récentes. Alors, dans récentes, j'entends juste de l'année 2024 dans cette catégorie d'optique. Je me suis amusé à compter combien d'objectifs ont été mis sur le marché, combien de zooms transstandard, et j'ai été assez surpris du nombre, puisque, accrochez-vous, 13 nouveaux objectifs toutes montures confondues ont été lancées cette année en zoom transstandard et l'année n'est pas terminée. Alors, je vais pas tous les citer, je vais en citer quelques-uns. Certains dont on a parlé très récemment, Benjamin, on a le Fujifilm 16-55 mm f2.8 en seconde génération. On a le Lumix 18-40 mm Pancake là, qui était annoncé avec le Lumix S9. Pas vraiment Pancake, hein. Compact, très compact. Compact, ouais. Très compact. On a un 28-70 mm f2.8 IS STM chez Canon, donc a priori plus abordable que la version série L. On a les modèles Sigma 28-105 mm f2.8, 28-45 f1.8 constant et une seconde génération du 24-70 mm 2.8. On a un Nikon 28-400 mm. Bon, bref. On ne va pas tous les citer, on va en reparler évidemment pendant cette discussion, mais j'ai déjà été très surpris de voir 13 nouveaux zooms arriver cette année. Romuald, est-ce que c'est tous les ans comme ça ou on est sur un millésime un peu particulier en 2024 ? On est sur un millésime qui est un petit peu particulier parce que, paix à son âme, le réflexe c'est fini, hein. On va tourner la page là à la fin de cette année. Et puis il y a un parc optique à reconstruire, à redévelopper et on perçoit là maintenant tout ce que va permettre l'hybride en termes de conception optique. Parce que les évolutions, on parle de l'IA, on parle des capteurs, etc. Mais moi je suis épaté par ce qu'arrivent à faire les fabricants d'optique. C'est assez bluffant, hein, de plus en plus. Et dans les extrêmes, que ce soit dans les très grandes ouvertures, dans des zooms qui s'apparentent finalement à des bi ou à des trifocales, ou alors des zooms qui étaient irréalisables jusqu'à maintenant. On est sur un excellent cru, et ça va peut-être durer. Le Sigma 28-45, alors qui pour le coup n'est pas un transstandard, hein. On le cite parce qu'il est extraordinaire. Non. On va expliquer pourquoi. On va y venir. Mais c'est pas un transstandard. Mais quand tu dis optique extraordinaire, je le cite quand même parce que un 28-45 f1.8 en plein format, il sera un transstandard si on le met sur un APC. Voilà. Et là, on triche un peu. Bon, mais Benjamin va être tatillon sur le sujet. Il faut, voilà, on y est ou on n'y est pas. En revanche, le Fujifilm, par exemple, 1655 version 2, qui lui est un transstandard en puissance, ce qui est épatant, c'est la réduction de poids. Et c'est quelque chose aussi qu'on voit de plus en plus sur les versions 2 et d'une évolution extraordinaire. C'est-à-dire d'une génération à l'autre, on parvient à réduire le volume de manière spectaculaire. Et ça, c'est génial, quoi. Ça touchait les gros téléobjectifs, les zooms. On l'a vu avec les longues focales, 300, 400, 500, et puis les 70-200, avec le RF 70-200 de 8 chez Canon. Et puis là, maintenant, ça arrive sur les zooms transstandards. C'est très intéressant, hein. Quand on regarde l'hybride, si on revient une dizaine d'années en arrière, on avait l'Alpha 7 qui était un tout petit hybride avec des grosses optiques. Et là, maintenant, on est revenu sur des boîtiers qui sont un peu plus conséquents pour des questions d'ergonomie, mais c'est les optiques qui se réduisent de plus en plus. Et c'est intéressant parce qu'on en a plein le sac, il y a des optiques. Oui, c'est vrai. Alors, littéralement, hein, Benjamin, transstandard veut dire autour du standard. Merci. Ou plus précisément, autour de la focale standard. Et historiquement, en photo, la focale standard de référence, c'est le 50 mm, et ce, sur une base 24-36. Un zoom, par définition un objectif à focale variable transstandard, offre donc une plage de focale qui inclut ce 50 mm. Romuald, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que la focale standard en photo, c'est un 50 mm et c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière ça ?
L'histoire, elle est très simple. C'est notre vision humaine. C'est la focale qui s'approche le plus de notre perception stéréoscopique, de notre couverture euh, de l'œil humain. Et donc, c'est ancré historiquement comme l'est le format 24-36 pour le format photo. Donc voilà, 50 mm, c'est la vision de l'œil humain. Il fut un temps où des réflexes étaient d'ailleurs livrés en kit, je crois, avec des 50 mm dans les années 80. Je milite pour qu'on refasse des kits avec 50 mm. Oui, c'est une super école. Alors pour le coup, Leica qui a lancé très récemment une nouvelle déclinaison de son super compact expert, le Q3. Pas vraiment compact d'ailleurs. Pas vraiment compact, mais tout en un, on va dire. Le Q3, Je vais être tatillon. Hein. Q3 43. Eux, ils prônent cette fameuse vision humaine dont tu parles, mais avec un 43 mm. Bon, on est autour de 50 mm, j'imagine, quand même, pour cette histoire-là. C'est pas forcément 50-50, quoi. Ouais, et puis on le voit bien, il y a le 43 chez Leica, mais on voit apparaître depuis quelques années aussi, sous les formats des pancakes, les 40 mm. Il y a un gros revival du 40. Le 40, c'est très très intéressant parce que ça nous donne une couverture angulaire qui est proche du 50, mais avec une perspective un petit peu différente qui s'apparente au 35 mm. Donc le 40 mm, c'est une optique qui plaît de plus en plus, que les gens découvrent, qui est un peu entre les deux. Bon, très prisé en street photo aussi, en tant qu'apôtre du GR. Il y a des GR qui existent en 28 mm, GR3, et puis le GR3X en 40 mm. Et c'est vrai que beaucoup de constructeurs sont emparés. Bon, en tout cas, pour cette émission aujourd'hui, pour faire plaisir à Benjamin, on va se focaliser sur cette 50 mm comme base de référence de focale standard, qui est donc sur une logique 24-36 mm. Or, nous avons à notre disposition des hybrides qui ont des capteurs de taille différente. Donc là, il faut faire un petit calcul inversé. Benjamin, du coup, ce 50 mm en micro 4 tiers et en APS-C, ça devient quoi? Non, mais surtout, précisons, donc soyons précis, quitte à être tatillon, c'est que ça ne s'arrête pas et ça ne démarre pas à 50 mm en transstandard, ça couvre le 50 mm. Il va être voilà ce qui est un zoom transstandard, quitte à être précis. Qui osera sortir un 48-52? Donc du coup, Benjamin, quand on est dans l'univers du micro 4 tiers et de l'APS-C, quelle est cette focale standard? La focale standard en micro 4 tiers, c'est très simple. Les capteurs 4 tiers induisent un coefficient multiplicateur x2, donc un 25 mm micro 4 tiers sera un standard, une focale fixe standard, tout simplement. Alors qu'en APS-C, on en a chez Fujifilm, je crois, on sera plus aux alentours de 33-34 mm pour obtenir une focale standard. Chez Canon, il faut faire le petit calcul 1.6 et non pas 1.5 qu'on trouve chez Fuji, chez Sony ou chez Nikon. Bon. Romuald, il y a différentes catégories de zoom transstandards qui s'adaptent à différents types de profils d'utilisateurs, différents types d'usages et différents types de budgets. Quelles sont les grandes familles de zoom transstandards auxquelles on peut avoir accès? Alors, on a souvent les zooms de base dans les kits, qui sont les kits primo-accédants, qui donnent... qui facilite l'accès à l'appareil hybride, à la photo, qui a un côté très rassurant pour quelqu'un qui vient du smartphone, parce que nos clients, nos photographes aujourd'hui, ils apprennent la photo grâce au smartphone. Bien sûr. Je suis intimement convaincu que le smartphone, c'est la porte d'entrée du matériel photographique et de l'hybride. Le zoom transstandard, qui souvent n'est pas très lumineux, mais qui rassure le photographe pour son usage. On voit ensuite apparaître... depuis très longtemps, on les connaît, c'est les 24-70 2.8 avec ou sans stabilisateur en version 1, en version 2. C'est devenu un repère qualitatif fort, un marqueur fort. Et puis on voit apparaître des zooms un petit peu différents. On parle du 24-50 de chez Sony, qui est une optique très très intéressante, où là on joue sur la réduction de la plage de focale pour un usage différent. Et puis de l'autre côté, on a les excès, les excessifs, et pas les excès, les excessifs, comme le 28-105 ou le 24-105 de 8 chez Canon ou chez Sigma, qui sont des machines redoutables et qui montrent le développement des optiques qu'il est possible d'avoir aujourd'hui.
puis il y a aussi ce qu'on peut appeler les super méga zooms. Alors, Ah oui. je me rappelle à l'époque des réflexes, des 18-300, Même 400, il y avait un 18-400 qui existait. des trucs comme ça. Enfin, c'est une catégorie qui est hyper importante et qui est hyper appréciée par une catégorie très particulière de photographes, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas s'embêter à avoir plusieurs objectifs, qui voyagent, qui veulent tout faire avec un seul et même objectif. Alors, sur les réflexes, c'était exactement ça. Et là, moi, je surprends mes photographes passionnés de sport, d'animalier et autres, qui ont de très très belles focales. Pas plus tard que la semaine dernière, Emmanuel qui me dit je pars faire un trek au Népal, je n'emmène pas mes optiques de 8. Romuald, est-ce que tu peux me donner un 28-400 Nikon? Bon, on va en reparler. De Oui, toute c'est façon. marrant parce que ça touche maintenant les capteurs plein format. Oui, oui. Donc c'est marrant. Et ça rappelle l'époque où il y avait les 150-600 qui arrivaient en téléobjectif et qui ont supplanté petit à petit, pour beaucoup, les focales fixes 500, 600, etc. C'est marrant comme. Et puis les qualités sont loin d'être déconnantes, hein. Ah ouais. Eh bien justement, la transition est toute trouvée, puisque quand on parle de zoom, il y a le sujet des performances optiques qui arrivent très rapidement sur le tapis. Alors moi, j'ai toujours entendu dire qu'un zoom, c'était une histoire de compromis et qu'il était par définition, par essence, moins performant optiquement qu'une focale fixe. Alors est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, après un renouvellement total de toutes les gammes chez tous les constructeurs, après cette révolution technologique qu'est l'hybride? C'est la question qu'on a posée à Jean-Nicolas Léhec, journaliste spécialisé, testeur d'optique du magazine en ligne Phototrend. On l'écoute. Alors, franchement, c'est vrai qu'on a cette grosse légende urbaine comme quoi les zooms sont moins bons que les focales fixes. C'était vrai à l'époque, en fait, où les zooms sont apparus, mais faut vraiment considérer que les progrès en matière d'optique sont considérables, et encore plus au cours des 10 dernières années, et encore plus avec l'arrivée de l'hybride, dans la mesure où la lentille la plus proche du capteur va être littéralement collée au capteur, ce qui n'était pas le cas avant sur le réflexe, parce qu'il y avait le miroir. Donc maintenant, on arrive à des zooms qui ont et pas forcément des zooms super chers, qui ont des performances optiques qui sont dignes de focales fixes, même actuelles. Et après, ce qu'il faut considérer aussi, il faut raisonner en termes de gamme. C'est que un zoom, par exemple, G-Master ou de la série L de Canon ou de la série S de Nikon vont être supérieurs, clairement, à des focales fixes de milieu entrée de gamme. Après, tu as aussi des zooms qui ont été conçus de telle sorte à ce qu'ils puissent remplacer directement des focales fixes. Je pense par exemple au zoom de chez Tamron, le 35-150 de 8, qui peut remplacer non seulement en termes de focale toute une série de focales fixes, mais aussi en termes vraiment de performance optique, où tu es suffisamment bon pour ne pas avoir besoin de multiplier les focales fixes. Du coup, tu as cette polyvalence en plus et qui est hyper appréciable. Ensuite, ce qu'il faut considérer, c'est que maintenant, tu as carrément chez Sony la deuxième génération de zoom transstandard, donc GM2. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que elle vient gommer les défauts optiques de la précédente version en capitalisant sur les avancées accomplies par les ingénieurs en optique. C'est-à-dire, par exemple, avant, on avait un tout petit peu de vignettage, on avait une petite baisse de piqué à fond de zoom, on avait des aberrations chromatiques. Et en fait, grâce au traitement des lentilles, grâce au progrès des lentilles asphériques, notamment, on réussit à avoir une homogénéité qui est quasi parfaite, un piqué à fond de zoom qui est top, et des aberrations chromatiques qui vont être parfaitement maîtrisées, que ce soit via l'optique en elle-même ou via l'informatique embarquée par les boîtiers. Donc toutes ces améliorations-là font que les zooms transstandards qui sortent maintenant ou qui sont sortis il y a à peine 5 ans, on va dire, sont vraiment d'excellentes références. Et j'ajouterais aussi que même en milieu de gamme, il y a moyen de trouver vraiment des optiques standards qui sont particulièrement qualitatives, tant en termes d'optique que d'autofocus. Je citerai notamment le Sigma 28-70 de 8, le Tamron 24-75 de 8 également. Et chez Canon, il y a aussi une référence qui est en train de sortir ou qui va sortir, qui est le Canon RF 28-70 f de 8 STM, et qui a l'air particulièrement prometteur parce que pour le coup, on devrait, alors à méthode conditionnelle parce qu'on l'a pas encore testé, mais qui devrait profiter de vraiment de bonnes perfs optiques
tout en étant moins cher que les optiques de 8 habituelles. Hmm. Romuald, est-ce que tu es en phase avec l'analyse de Jean-Nicolas? Est-ce qu'aujourd'hui, les zooms n'ont plus rien à envier à certaines focales fixes en termes de performance optique pure? Non, la qualité des optiques progresse des deux côtés, focale fixe et zoom, mais il est certain que la marge de progression était bien plus importante du côté des zooms et ça correspond à la demande du marché. Donc effectivement, il semble que les constructeurs aient investi massivement dans le développement de ces objectifs et on le voit par les cycles de vie qui sont un peu raccourcis. On avait l'habitude d'une optique qui restait 10 ans en gamme en se disant elle est excellente. Aujourd'hui, les générations 2, ça arrive au bout de 5-6 ans, hein. Donc ça va très très vite. Et puis oui, les focales fixes progressent également, mais c'est plus à l'aparté, c'est plus subtil, c'est plus discret. Les zooms, c'est vraiment une possibilité d'évolution et de progression très très importante. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et puis surtout, on intègre l'électronique des boîtiers maintenant dans les corrections. C'est ce que je voulais ajouter, c'est que quand on fait que du RAW, on peut être des fois déçu par rapport à ce qu'on a pu lire dans les mesures de test, etc. Il faut toujours préciser, et Jean-Nicolas a très bien fait, que l'électronique embarquée et toutes les corrections, la batterie de correction disponible, il y en avait dans les réflexes aussi. Hein. Mais c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui avec nos chers hybrides, et c'est vrai qu'il faut tenir compte de ça. Quand on fait que du RAW, on peut tout de suite être déçu, alors il faut tout de suite réactiver ces corrections sur ces fichiers. On peut le faire de manière automatique, on parlait d'Adobe tout à l'heure. Il faut vraiment en tenir compte. J'ajouterais juste une chose aussi par rapport à ce qu'a dit Jean-Nicolas. On a tendance parfois à dire, oui, on va supplanter des focales fixes, comprendre plusieurs focales fixes dans un zoom. Ok, sur le papier, c'est vrai. Le Sigma 28-45 dont on a parlé, 1.8, c'est un peu ça. On va se dire, j'ai un 28 1.8, un 45 1.8, un 35 1.8. Il ne faut pas oublier qu'en photo, prendre une focale fixe, c'est aussi une question de philosophie. Et puis derrière, il y a l'encombrement aussi, qui n'est pas tout à fait le même. Donc, techniquement, ok, on englobe le truc, peut-être au niveau des performances, mais dans la pratique, je suis pas tout à fait d'accord. Je te rejoins hein, sur la pratique. Ce qu'on ne supplantera pas, c'est la façon de faire de la photographie avec une focale fixe. Le zoom, on a quand même tendance à s'ancrer les deux pieds dans le béton et à juste tourner une bague. D'ailleurs, moi, souvent, quand mes clients hésitent à prendre une focale fixe, je leur dis, mais prenez vos photos, clic droit, propriété, et on se rend compte que les zooms, ils les utilisent comme des billes ou des trifocales. Notre œil est conditionné. C'est vrai qu'une focale fixe, on va bouger en 3 dimensions par rapport au sujet. Et c'est là aussi où les fabricants, quand ils travaillent sur le poids, la taille, c'est pas gênant avec les petits boîtiers aujourd'hui d'avoir 2-3 petites focales fixes qui sont très compactes, très légères. Et je pense qu'on est aussi plus créatif dans ce cas-là. Mais c'est une autre approche. C'est peut-être un second temps. Il faut d'abord passer par le zoom. Bon, du coup, il y a quand même toujours cette notion de compromis quand on choisit de travailler avec un zoom. Alors, de quel type de compromis est-ce qu'on parle? C'est les ouvertures maximales. Alors là, on évoque des modèles un peu hors concours, hein, Benjamin, des zooms f1.8 constants. Il n'y en a pas non plus, des caisses. Quels sont les compromis finalement qu'on doit faire quand on décide de travailler avec un zoom? Donc, il y a les ouvertures maximales. Aujourd'hui, il n'y a plus de compromis. On fait un compromis. Est-ce qu'on choisit les ouvertures? Est-ce qu'on choisit la plage de focale? Est-ce qu'on choisit le budget? Et donc, c'est le photographe qui place son curseur et sa limite. Donc, c'est le poids, c'est la taille, c'est l'ouverture. Et puis, les gammes sont tellement larges qu'on va forcément trouver un objectif sans compromis pour son usage. Alors vis-à-vis du poids, j'ai fait un petit truc rigolo aussi. J'ai comparé les poids des 24-70 mm Sony. Je suis remonté à l'époque du réflexe, hein, parce que fut un temps, Sony faisait des réflexes. Ils avaient un très beau modèle signé Zeiss 24-70 mm f2.8 ZA qui, à l'époque, pesait 974 grammes sur la balance. Puis est arrivée la révolution de l'hybride, le premier G-Master 24-70 mm f2.8 qui, lui, pesait 886 grammes, et la dernière génération, tu l'as dit Benjamin, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire en termes de réduction de poids et d'encombrement. Ils pèsent moins de 700 grammes maintenant là. La seconde génération, c'est quand même complètement barjot. Ce qui est barjot, c'est les prix aussi. Quand on parle des optiques G-Master, notamment les versions 2, ça c'est vraiment barjot. C'est pour ça qu'heureusement qu'il y a des constructeurs un peu tiers aussi comme Sigma, Tamron, Samyang, etc. Parce que quand on parle de compromis, tout le monde ne peut pas s'offrir ça. C'est miracle technologique. Le 24-70 G-Master 2 est un des meilleurs transstandards du marché, il n'y a pas de problème. C'est fabuleux, et on peut dire la même chose du 70-200
f2.8 G Master 2, ce sont des bijoux et ceux qui peuvent se les offrir, eh ben, c'est formidable. Mais heureusement qu'il y a des alternatives parce que tout le monde ne peut pas mettre plus de 2500 € dans un zoom, quoi. Évidemment, et puis cette question de prix, elle est aussi légitime vis-à-vis des focales fixes, hein. Si on part du principe, par exemple, qu'un 24-70 mm est un zoom qui va couvrir 4 focales fixes, qu'un 24-105 mm est un zoom qui va couvrir 5 focales fixes, et qu'un 24-50 mm, tu me l'accorderas, Benjamin, est un zoom qui va couvrir 3 focales fixes. Si on compare C'est un transstandard. le prix, le prix de l'investissement dans un zoom comme ça à celui de focale fixe à gamme équivalente, le zoom est intéressant, hein. J'ai fait le calcul pour la version contemporary de chez Sigma, qui a un 28-70 mm f2.8 constant des GDN, qui couvre donc le 24-36, et je l'ai comparé aux petites focales fixes qu'on aime bien, hein, Benjamin. Les 24 f2, les 35 f2, les 50 f2 et les 60 f2. Le zoom, il vaut 880 €, et le total de ces 4 focales fixes, ça fait quand même 2122 €. Ça reste quand même plus économique, Romuald, d'investir, entre guillemets, dans un zoom. Oui, c'est vrai, ça reste, à mon sens, plus économique. Et je rebondis sur le parallèle des prix, sur le coût des prix des optiques, mais dans les années 90-95, un 28-70 2.8 qui n'était pas stabilisé, qui était d'excellente qualité pour l'époque, ça valait 15 000 francs, 16 000, 17 000 francs. On n'en est pas très éloigné finalement si on fait le taux de conversion avec l'euro et puis un petit peu d'inflation. La légère inflation. Légère inflation, mais même pas, puisque 15 000 balles, on y est aux 2500 €, 2300 €. Bon, au passage, l'essence est passée de 5 francs à 2 €, mais... Non, mais tu as raison de remettre les choses dans le contexte. Je trouve pas le matériel plus cher aujourd'hui. Ça reste des prix importants, ça reste de très beaux objets. Par contre, là où ça s'est démocratisé, c'est l'offre. L'offre est devenue extrêmement large. Et aujourd'hui, on peut avoir des optiques à 2.8, à 1.8, des focales fixes, des zooms. Il y en a pour tout le monde. Et on citait donc les optiques de la gamme Contemporary. Moi, j'aime particulièrement aussi chez Sigma, c'est pas un 60 f2, c'est un 65 f2. Et justement, focale fixe, on sort une petite digression très intéressante parce que vraiment un angle de champ assez inédit. On est quelque part entre le standard, donc 50, et le 85 mm, optique à portrait classique. Et c'est un peu comme le 40, entre le 35 et le 50. On peut découvrir d'autres manières de photographier, d'où l'intérêt, encore une fois, de la focale fixe et de ne pas supplanter la focale fixe avec un zoom. Bon, puis les constructeurs, de toute façon, ils ont bien compris, hein, que tout le monde n'avait pas les moyens de se payer les G Master, les séries L et les séries S, et ils commencent, pour certains d'entre eux, à proposer des alternatives un petit peu plus abordables à ces objectifs qui font évidemment rêver la majorité des photographes et des vidéastes, qui est le fameux 24-70 mm 2.8. Chez Canon, là, il y en a un qui sort. Bon, il n'est pas à 24, il démarre à 28, mais il va être proposé au prix de 1300 € versus 2630 € pour la version professionnelle de Canon. Même chose chez Nikon. On a un 28-75 mm f2.8 proposé peu ou prou à 1000 € versus 2600 € pour la série S. Chez Sony, c'est pas forcément des optiques comparables. Ils font des choix différents. Alors, il y a le G Master f2.8, 2400 € et des alternatives dont on va reparler un peu. Ce 24-50 f2.8G, 1300 €. Un 20-70 f4 constant, 1500 €. Et puis chez tout le monde, on a aussi ces fameux 24-105 f4, un peu avec une plage de focale un peu plus large, un peu moins lumineux, mais un peu plus polyvalent. Et mieux encore, 24-120 chez Nikon, 24-120, qui est vraiment le 24-120 ultime. Rendons hommage à Tamron, hein, qui le premier a eu cette idée de plage de focale un petit peu différente avec des optiques compactes légères. Le 28-75 2.8, sorti en monture Sony E. Qui est en G2 et en G2 qui marche très bien. Et puis décliné en 17-28, 70-180. Et décliné en monture Nikon maintenant. Qu'on retrouve chez Nikon, les 3 petits dragons là,
qui sont des optiques très très belles, hein. Celui-là, on l'attend chez Canon de pied ferme, je pense. Bon, on va parler usage maintenant et on va parler photo pour commencer. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Tony Noël, adepte des focales fixes, mais qui travaille quand même avec des zooms transstandards dans certaines situations. Donc moi j'utilise des zooms transstandards, surtout en reportage. Forcément j'ai la triplette de zoom, parce que, tout photographe professionnel se doit de l'avoir parce qu'on est quand même si, on est tous une niche particulière dans ce qu'on fait. Voilà, il faut quand même, avoir tous les outils. Donc moi je suis équipé chez Sigma, donc j'ai le 14-24, le 24-70 et le 70-200. Et voilà, donc aujourd'hui, s'il faut prendre qu'une seule focale, bon, la plupart des gens vont prendre le 24-70, hein. C'est ce que je recommande forcément. C'est le transstandard par excellence, où on peut couvrir 90% du travail, quoi. Donc moi, j'utilise beaucoup aussi le 28-70 quand je me déplace pour certaines prestats, en fait. Et je l'adore, il est super léger, et il marche très très bien, quoi. Donc le 28-70 de chez Sigma, par exemple, le Contemporary, pour moi, en qualité-prix, il n'y a pas mieux. L'utilisation du zoom, pour moi, dans des prestations particulières où j'ai besoin du zoom, par exemple, il y a des événements de hip-hop, des battles, comme on appelle ça. Bon, l'idée, c'est de savoir déjà où on shoot, c'est déjà le confort de savoir où est-ce qu'on va shooter, c'est intéressant. Surtout voir pour les gens qui font du concert aussi, voilà. De temps en temps, je fais des concerts ou des festivals. Le zoom permet de nous situer, en fait, parce que des fois, on peut pas arriver comme ça. Moi, si je pouvais partir avec mon 35 mm, c'est possible aussi, hein, un petit 35, un 28, peu importe. L'idée, c'est qu'on puisse changer de plan focal dans n'importe quelle circonstance. Parce qu'en fait, l'événementiel, surtout, c'est du ponctuel. Et on peut pas demander, je sais pas moi, à l'athlète, au danseur, au chanteur de refaire la pose. Attends, je vais me rapprocher. Ah non, t'es trop loin. Voilà. En fait, voilà, un zoom transstandard, c'est fait pour ça. Voilà. Donc, on peut se rapprocher sans se déplacer, entre guillemets. Mais après, voilà, tout en gardant quand même cette notion de cadrage, très important. C'est pas parce que voilà, beaucoup de gens disent moi je vais cropper dedans, je sais pas, voilà. Le zoom sert à ça aussi, comme une focale fixe, c'est d'apprendre à cadrer, mais là, du coup là, sans trop se déplacer entre guillemets, on va dire ça, si je dis pas de bêtises. Moi je préconise vraiment d'acheter quand même une optique cool. Là j'étais au salon de la photo dernièrement là, à Paris, il y a une semaine. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je voudrais acheter un nouveau boîtier, qu'est-ce que tu me conseilles comme optique? Donc forcément, tout de suite, je lui demande: «Qu'est-ce que tu fais?» Je fais ça, 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 bon, enfin un peu de tout, quoi, pour commencer. Et du coup, je dis: «Voilà, j'ai choisi même pas, prends un zoom mais qui ouvre au moins, en constant». Parce qu'au moins tu auras aussi ce confort de prise de vue. Parce que les gens pensent que quand ils se pointent pour acheter un boîtier, surtout une optique, ils vont dire: «Ah bah moi je vais faire ça en fait». Forcément l'optique qui est livrée avec, ils se sentent un peu des fois, lésés parce que, forcément ils obtiennent pas forcément le résultat, attendu. Bon, il dit beaucoup de choses, Tony, dans son témoignage. Si on essaye un peu de synthétiser sa pensée et de la compléter, quelles sont les motivations, Romuald, qui peuvent pousser un photographe professionnel à opter pour travailler avec un zoom transstandard plutôt qu'avec des focales fixes? Besoin de travailler rapidement, de plus en plus, quel que soit le secteur d'activité, dans le monde professionnel, on a besoin d'être rapide, on a besoin d'aller vite. Et effectivement, Tony le souligne, on n'a pas la possibilité de refaire les images. Donc le zoom, c'est une arme dans ce cas-là. C'est une arme ultime qui permet d'allier maintenant la qualité, la rapidité, et puis une forme de sécurité pour certains types de prise de vue. Quand on est dans un studio, là c'est une autre approche et les focales fixes peuvent reprendre le leadership. Mais même dans les studios, hein, on voit beaucoup de photographes travailler avec des focales zoom pour garder de la spontanéité et garder une prise de vue très naturelle. Oui, puis il y a le cas qu'il a cité, il a parlé de la photo de concert ou de l'événementiel de manière générale. On peut citer des meetings politiques, hein, pour des photographes qui vont couvrir et être contraints en fait dans l'espace et pourront pas se mouvoir comme ils le veulent, ou tout simplement
être au milieu d'autres photographes dans des poules et pas pouvoir facilement changer d'optique non plus. Et là, c'est vrai que le zoom, ça reste une arme extraordinaire. C'est de plus en plus vrai dans le monde professionnel. Les contraintes de placement, de positionnement, il faut vraiment en prendre compte. Puis il y a un sujet économique aussi, on l'a vu avec le petit calcul qu'on a fait tout à l'heure, même si c'est des investissements importants pour les photographes, investir dans un zoom de très haute qualité revient quand même moins cher que d'investir dans une série, une valise, on va dire, comme dans le monde de la vidéo et du cinéma de focale fixe. Ça permet aussi pour certains d'entre eux de ne pas avoir forcément deux boîtiers sur soi pendant un événement ou un reportage. Donc forcément, ça rentre dans des problématiques également budgétaires. Si à l'inverse, on raisonne différemment maintenant, quelles sont les contraintes finalement qui sont imposées à ces photographes qui font ce choix du zoom par rapport à la focale fixe? Est-ce que juste on parle de profondeur de champ en fait, où finalement on n'a pas accès aux super grandes ouvertures avec les zooms, donc on est un peu limité là-dessus? Je pense qu'on est un petit peu limité mais c'est dans sa capacité de création, de cadrage, parce que de toute façon, on est limité dans ses déplacements. Donc, l'un et l'autre, je pense, sont maintenant liés. On est peut-être dans une posture un peu plus facile pour aller chercher une image et pas aller chercher l'image directement. Oui, Après, l'ouverture, là aussi, le choix est tellement pléthorique. Du zoom à 1.8, ça y est, il y en a, ça arrive. Hein. Oui, mais même des fois un zoom à 2.8. On À a 2.8. souvent tendance à parler beaucoup de l'ouverture, mais on On regarde pas s'emballe un assez peu. non, on regarde pas assez la distance minimale de mise au point aussi autorisée Oui. par certains zooms. D'ailleurs, estampillé macro, ça existe en transstandard, il y en a un chez Lumix, un 2405 macro. Oui, il y a une optique micro 4 tiers que j'adore, qui est chez OM System, qui est le 12-40 mm f2.8 version 2, qui est un transstandard magnifique. Donc ça fait un 24-80 avec une distance minimale de mise au point constante de 20 cm. Et ça permet d'obtenir des images saisissantes. Et il en parlait, Tony, dans son témoignage. Parfois, des gens peuvent être déçus de ne pas obtenir ce qu'ils imaginaient. Oui, si on va vers un zoom transstandard peu lumineux, bah, peut-être qu'on n'aura pas les fameux bokeh dont on fantasme un peu en se disant je vais passer de mon smartphone à un capteur de plus grande taille. Là intervient l'ouverture, la distance, etc., etc. Avec un 28-70 de l'8, 28-75, etc., on a un transstandard lumineux de bout en bois de l'8. C'est formidable. Et on va avoir de jolis effets de bokeh sans aucun problème. Et là, ça m'amène à une question que j'ai envie de te poser, Romuald. Que ce soit un réflexe ou un hybride, c'est avant tout un appareil à objectif interchangeable. Au-delà d'être un appareil avec un capteur plus grand que ce qu'on peut retrouver dans un smartphone et donc mécaniquement la possibilité de générer des images de plus haute qualité, les primo-accédants dont tu parlais tout à l'heure achètent des kits avec des zooms transstandards plutôt entrée de gamme. Généralement, moi j'ai la sensation que pour beaucoup de, de, de passionnés, sans forcément être des experts ou des fous furieux de la photo, euh, les gens achètent ces appareils en kit et ne changent jamais d'objectif. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non. Les Ok. chiffres vont contredire ça parce que le taux d'équipement sur les hybrides, selon les marques et selon les systèmes, va de 2 à 2,8 optiques par appareil. Donc, le téléphone a inculqué la culture multifocale. Donc, le zoom, c'est le primo-accédant. Derrière, on voit très très vite arriver ces photographes qui veulent jouer sur l'effet de bokeh parce qu'ils ont bien compris que l'effet gomme sur un smartphone, c'est quand même pas terrible. Et Pour donc, l'instant. pour l'instant. Et ils viennent et ils veulent un 51.8 pour faire les jolis portraits des enfants, etc. Et puis, ils découvrent la street photo, ils découvrent la possibilité de monter en ISO, et puis ils veulent des zooms plus lumineux pour aller rechercher un peu ça. Il y a toute une culture et une éducation qui se fait. Mais là où il y a une quinzaine d'années, c'était à nous de l'expliquer, aujourd'hui, il y a une demande.
moi, je le perçois comme ça dans le magasin. Il y a une demande pour avoir ce type de résultat parce qu'on n'a jamais vu autant de belles images. Et aujourd'hui, c'est extrêmement facile de dire, bon, bah, ça c'est fait avec un 24-70 de 8, c'est fait avec un 70-200 de 8. Un 70-200 de 8, ça a une signature exceptionnelle. Alors, à 2800 euros, voilà, à 2800, 2900, 3000 euros selon les marques, on se gratte la tête. Mais quand on regarde un 70-180 de 8Z à 1400, plus avec les belles offres de fin d'année, ça déclenche, hein, ça déclenche des envies. Hein. Oui, mais 70-180, ce n'est pas un transstandard. Par contre, le 35-150 dont on a parlé, là, on est en plein dedans. C'est un transstandard de loin. Oui, tu es déjà à Montier-en-Der, là. je suis déjà conditionné pour Montier-en-Der. C'est très bientôt. Allez, on continue dans l'usage et on s'intéresse maintenant à la vidéo. Et on vous propose d'écouter le témoignage du vidéaste Julien Migeot qui réalise beaucoup de vidéos d'entreprise et d'événementiel. Il nous parle de son usage des zooms transstandards. Alors, en tant que vidéaste, un zoom transstandard, c'est un peu une sorte de couteau suisse en fait qu'on a dans la valise photo, la valise vidéo. C'est quelque chose qui peut servir un peu à tout. Et c'est quelque chose qui a changé en fait durant les 10 dernières années, je dirais. Il y a 10 ans, un zoom transstandard, c'était pas toujours hyper qualitatif, à quelques exceptions près. Et généralement, surtout en vidéo, on préférait carrément utiliser les focales fixes. Moi, ce que d'ailleurs je préconise en général, par exemple pour l'interview, mais le transstandard pour de l'événementiel, par exemple pour du concert, pour tout type d'événement, eh ben, c'est hyper polyvalent. Tu as toutes les focales sous la main en fait. Même sur un gimbal, par exemple, là, maintenant avec les transstandards, avec les zooms qui sont internes, où le poids est plus facilement équilibré, c'est hyper pratique. Et surtout, ça a grimpé en qualité d'image. Moi, personnellement, celui que j'ai toujours sur mon boîtier, c'est le 28-70 2.8 de chez Sigma, que j'apprécie énormément parce qu'il est léger, parce qu'il est compact, la qualité d'image, elle me va complètement. L'ouverture à 2.8, elle est intéressante. Et voilà. Et l'autre que j'utilise aussi de temps en temps et qui est un peu plus haut de gamme, c'est le 28-45 1.8. Donc là, qui est un transstandard avec 1.8 d'ouverture constante. Donc c'est un petit peu fou. Et pareil, hyper pratique. Et là, pour celui-ci précisément, j'ai pu le comparer avec des focales fixes. Et là, on arrive vraiment à un transstandard qui a la même qualité que les focales fixes. Donc en vidéo, c'est tout ce que tu recherches en fait. Tu veux la meilleure qualité possible, tout en étant polyvalent pour être réactif en fait sur les tournages. Donc c'est vraiment moi ce que je peux conseiller en fait en vidéo, que ça soit pour les débutants, parce qu'au départ tu sais pas forcément quelle focale tu vas apprécier, dont tu vas vraiment avoir besoin en fait. Mais même en fait quand tu es pro et depuis pas mal d'années comme moi, tu es hyper réactif avec un transstandard et finalement c'est quelque chose qui était décrié je te dis il y a 10 ans. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas et c'est hyper pratique et hyper utilisé. Pour moi le choix en fait il vient surtout de la taille et du poids. Parce qu'en tant que vidéaste, en vidéo, on trimballe énormément de matériel, que ce soit pour le son, pour la lumière, que ce soit tout ce qui concerne l'alimentation. Et moi, j'avoue que j'ai tendance à privilégier des optiques un peu plus compactes, un peu plus légères, parce que quand il faut se traîner tout ça, si tu gagnes 200 grammes, tu es content sur un objectif. Donc voilà. Et en plus, pour tout ce qui est utilisation gimbal et tout ça, ça peut être pratique d'avoir une optique un peu plus légère aussi. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à privilégier plus la cam des GDN. Mais en effet, chez Sigma, il y a le 24-70 qui est pas mal parce que du coup, il offre un plus grand angle en fait que le 28. Après, le plus grand angle, la nature est bien faite, on a des pieds, on recule un peu, on l'a notre grand angle. Donc c'est pas forcément un frein. Et pareil pour le 70 mm, pour le bout de la focale. Là encore, aujourd'hui, on a des boîtiers modernes avec des très gros capteurs où on a souvent une fonction crop APS-C, donc qui permet de zoomer dans le capteur avec un facteur 1,5, ce qui fait que notre 70 mm va devenir un 85, un 90 à peu près mm. Donc du coup, ça rajoute encore plus de polyvalence. Donc la polyvalence, on l'a avec le transstandard, mais aussi avec nos pieds et aussi avec nos boîtiers. Le zoom transstandard parfait pour moi, déjà il n'existe pas et je pense qu'il n'existera jamais parce que techniquement c'est hyper compliqué. Ça serait quelque chose de compact, de zoom interne, d'une très grande ouverture à 1.8, d'une large focale allant de 20 à pas plus de 70. 70 j'aime bien comme valeur de THUT. Donc voilà, ça sera un 20-70 1.8 qui reste compact et avec une image avec beaucoup de caractères et
si je pouvais rajouter un petit truc, avec une image un peu plus douce et un peu moins piquée que les optiques qu'on a actuellement, pour ajouter un petit peu plus de caractère et de chaleur à nos images. Bon, on, on comprend après ce témoignage que finalement les arguments en faveur du zoom dans l'univers de la vidéo sont assez proches finalement de ceux évoqués dans l'univers de la photo. Il y a des constructeurs qui commencent à sortir des zooms transstandards hybrides non pas pour les hybrides, mais hybrides photo et vidéo. Par exemple, il y a des nouveaux objectifs qui intègrent une motorisation au niveau du zoom ou une option de motorisation. Est-ce que ça suscite un intérêt particulier, ces trucs-là, où on est dans le gadget plus? On n'est pas, pour un photographe, on va être dans le gadget. Pour le vidéaste, on va être dans l'outil. On est encore sur des optiques qui sont extrêmement professionnelles, hein. On parle du 24-105 de 8 Canon avec sa possibilité de moteur, qui n'est pas imposée finalement. Non, c'est une option. Ouais. Voilà, c'est une option, on coche la case ou pas. Moi, je suis étonné de voir que cette optique, elle se vend aussi bien aux photographes qu'aux vidéastes. Il y a plein de choses à dire sur ces nouvelles générations d'optiques. On sent bien que les constructeurs cherchent, écoutent, regardent. Il y a eu tout un sujet autour de cette bague d'iris. Je ne vais pas dire de diaph parce que sinon je vais me faire couper en morceaux. C'est bien de rester dans le domaine, dans le champ lexical de la vidéo. Cranté ou continu. Ou les deux. Canon, historiquement, a un pilotage par double molette depuis plus de 35 ans. Et donc, pour eux, la bague d'iris, c'est un iris. Donc, c'est pas une bague crantée. Et le diaph continue à se piloter par le crantage. Bon, d'autres marques ont fait d'autres choix avec des bagues qui peuvent être crantées et décrantées. Là, au moins, ça peut mettre tout le monde d'accord. Je me pose beaucoup de questions sur l'utilité de cette bague finalement. Quel type de vidéastes font des bascules de diaph sur un plan séquence, quoi? Alors, c'est marrant parce que quand on leur pose la question en magasin, ils nous disent bah oui, j'ai besoin. Ils nous parlent pas de la profondeur de champ, ils nous parlent de la lumière. Bah non, on est tous en ISO automatique maintenant, et ça sert à ça l'ISO, parce que modifier son diaph, c'est modifier avant tout sa profondeur de champ, et là on sent qu'il y a un petit peu un mélange des paramètres techniques. C'est assez troublant. Comme l'est l'optique finalement, elle est photo et vidéo avec des spécificités. Oui, mais quelque part, si on se fait l'avocat du diable aussi, c'est logique. Quand on regarde le pédigré des boîtiers actuels, je veux dire, là on parlait du 24-105 Canon de 8Z, qui est un objectif imposant, mais finalement quand on regarde un R5 Mark II, c'est autant une caméra qu'un appareil photo. Oui, exactement. On voit l'évolution du R5 Mark II. Il a progressé en photo, il a progressé sur la F, mais il y a aussi énormément d'évolution sur la partie vidéo. Et puis l'encombrement de cette optique, vous prenez un 24-105 qui ouvre à f4, vous déployez le zoom, on parle de 2 cm. Alors, il y a un phénomène aussi sur lequel il faut être un peu vigilant en vidéo quand on travaille avec le zoom, qui n'est absolument pas un souci en photo, c'est le focus breathing. C'est-à-dire ce petit décalage de cadrage en fonction de la mise au point. Est-ce que est-ce que les gens sont attentifs à ça? Est-ce que les choses sont bien corrigées maintenant? Ça se corrige optiquement, ça se corrige dans le boîtier. Enfin, voilà, qu'est-ce qui gravite comme information autour de ce phénomène? Alors, visiblement, pour faire une optique, exemple de focus breathing de manière optique, c'est très très compliqué et très coûteux. Par contre, on a des technologies qui apparaissent entre les corrections logicielles, les systèmes de motorisation par double moteur linéaire. On arrive à avoir des corrections qui sont extrêmement bien faites et qui ne semblent pas appelées à la critique aujourd'hui. Voilà. Après, est-ce qu'on zoome beaucoup pendant qu'on filme? Si, mais il suffit des fois de même jouer sur la mise au point pour voir le focus breathing. C'est pas une question de zooming. On le voit pas forcément comme ça, mais on le voit si on compare des optiques de génération réflexe, par exemple, avec cette nouvelle génération Z chez Canon, où on peut citer le 28-105 Sigma aussi, qui est fait pour la vidéo. Et on va même le voir si on compare le 24-105 RF F4
avec ce nouveau 2405 de l'8 Z. Pour avoir vu des comparaisons lors des présentations, c'est assez stupéfiant. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des efforts qui soient fournis, notamment pour du broadcast ou des grosses productions, où là, les yeux sont plus aguerris et plus exigeants. Alors, dans son témoignage, Julien, il évoque une optique de rêve qui n'existe pas encore, un 20-70 mm f1.8 à zoom interne. Ça, c'est important. On a du zoom interne dans les 70-200 mm, mais on n'en a pas dans les 24-70 et dans les 24-105 mm. Selon toi, Romuald, du coup, c'est quoi l'avenir en termes d'évolution, de spec, de techno, de performance des zooms transstandards dans les années à venir? Si on fait un petit retour en arrière, je dirais que c'est juste une question de temps. Il faut qu'il soit patient. Il va arriver son 2070 1.8. Hein. C'est peut-être dans 10 ans. Les optiques sont certainement ce qui va le plus progresser dans les générations, dans les années à venir. On le voit, hein, le repositionnement, le recul de l'optique suite au retrait de la cage miroir permet de développer de nouvelles formules optiques et nos fabricants s'en donnent à cœur joie. C'est étonnant de regarder comment sont faites les optiques. Hein. On prend certaines optiques, vous avez une lentille avant qui est ridicule. Je pense au 40 mm Nikon Z, je pense au 28 mm RF Canon. Vous les retournez, on dirait, c'est des optiques inversées, c'est des optiques qui sont faites à l'envers. Donc la conception des optiques va progresser, on va voir arriver des choses exceptionnelles. Et un 2070 1.8, moi je donne rendez-vous dans quelques années. Bon, à moins de 500 balles, ça va être compliqué. Oui. Mais... Oui, actuellement, peut-être celui qui s'en rapprocherait le plus a déjà 6 ans d'existence, puisqu'il s'agit du 2870 f2 chez Canon, une optique dont on parle absolument pas, mais qui est sortie en même temps que la monture RF. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Après, ce sera une question de prix peut-être, d'encombrement aussi. Ouais, si on leur demande demain, ils sont capables de nous le faire, mais la prouesse, ce sera de la rendre économiquement viable. Exactement. Techniquement, je pense qu'il n'y a pas de limite. Bon. Alors, on va maintenant vous faire une petite sélection produits par monture et par catégorie, avec un focus particulier sur certains modèles qui nous ont semblé particulièrement intéressants. Et on va commencer avec les super télézooms, et notamment ce nouveau 28-400 mm signé Nikon. On écoute Hicham Boulaoun, chef de produit photo chez Nikon France, nous en parler. Cette plage de 28-400, elle est assez hors norme. On avait déjà fait la même chose avec les boîtiers type P950, P1000, des Bridge, qui étaient ceux qui allaient le plus loin sur tout le marché. Et avec ce 28-400, on réitère et on s'adresse à un public très large, puisque le maître mot d'avoir ce type de super zoom qui va du grand angle au super téléobjectif, c'est la polyvalence. Et on va s'adresser aux personnes qui ne veulent pas forcément choisir, notamment les photographes de voyage, lorsqu'on fait du tourisme, entre photographier des photos de groupe, des paysages, ou bien aller photographier un petit peu d'animalier, aller chercher très loin des sujets dans des parcs d'attractions par exemple, en festival, en concert. Sur un APS-C, on va aller beaucoup plus loin puisqu'on aura un 42-600 mm, ce qui est déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle, en super téléobjectif Nikon, on va jusqu'à 800 et on a aussi un 600 mm et c'est déjà énorme, y compris que ce soit en animalier ou que ce soit en photo sportive, on gagne de précieuses focales par rapport à un 400 mm. Après, pour la qualité d'image, on a pris un soin vraiment particulier à éviter toutes les déformations, toutes les aberrations qu'il peut y avoir sur ce type d'optique, puisqu'on est sur une construction qui, elle aussi, est un peu hors norme. On a 21 lentilles sur 15 groupes. Et puis, on a 4 lentilles ED pour pouvoir justement aller pallier à tout ça. On a 3 lentilles asphériques pour éviter toutes les déformations. Donc, on s'est vraiment assuré ceinture bretelle pour garder une très belle qualité d'image, qu'on soit à 28 ou à 400 mm. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la qualité optique, mais il y a aussi sa légèreté. Elle pèse 700 grammes environ. On va pouvoir faire de la proxy photo, donc on peut se rapprocher énormément de son sujet avec cette optique-là. On n'est pas au niveau de la macro, mais ça va encore rajouter un autre élément à ce couteau suisse. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un type de qualité différent. C'est le point fort de la monture Z. On a changé de monture
pour cette très grande monture qui est la plus grande du plein format, c'est justement aussi pour permettre d'aller au-delà en termes de construction optique. Donc forcément, ça va changer beaucoup de choses. Autrefois, avec la monture F, on ne pouvait pas fabriquer ce type d'optique, ce type de formule optique avec cette qualité. Donc on allait sur quelque chose de moins qualitatif. Aujourd'hui, avec la monture Z, on peut se le permettre. On peut avoir ces énormes plages focales et combiner ça avec une très bonne qualité d'image et encore plus d'utilisation. Et c'est pour ça qu'on arrive à un prix qui est plus élevé, mais aussi à une qualité bien supérieure. Romuald, quand on s'intéresse à un zoom transstandard, un super méga zoom, quels sont les critères à prendre en compte au moment du choix? C'est bien avoir conscience que c'est un compromis, que c'est un couteau suisse. C'est un choix assumé de partir avec ce type de focale et ça répond à un besoin presque cyclique. J'ai pas forcément envie d'avoir toujours un 28-400, mais là je pars pour un voyage, je suis bloqué, j'ai pas le droit, je prends des petits avions, etc. J'emmène une focale. Voilà, ça c'est l'exemple concret que l'on retrouve sur le comptoir au magasin. C'est pas forcément une demande permanente. Ce couteau suisse, c'est pas la base de l'hybride. C'est pas l'objectif par définition. Mais c'est marrant parce qu'on est presque dans l'univers du bridge là. C'est un 28-400. L'ouverture est quand même pas terrible à 400, il faut le rappeler, c'est f8. Donc en fonction d'où on va aussi, si par exemple on va sur une destination polaire en plein hiver, où il y a 3 heures de jour disponibles, il faudra peut-être le prendre en compte. Chez Nikon, il y a par exemple le 24-200, moi je préfère. Ouais. Et pour une raison qui est importante, Hicham parle du poids, il a raison. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler de l'encombrement. Parce qu'une fois qu'on déploie, tu en as parlé tout à l'heure, quand on zoome avec le 28-400, donc le fût se déploie et là, on atteint un encombrement qui devient quand même assez important. Donc, on n'est plus vraiment discret. On a un truc qui est assez imposant. Je pense que ça fait partie quand même des critères à prendre en compte. Les 28-400, les 24-200 et autres, les photographes ont toujours l'impression qu'ils vont manquer de quelque chose. Donc, c'est peut-être une course à l'échalote. Il faut peut-être aussi dire n'ayez pas peur de manquer, vous n'allez pas pouvoir faire toutes les photos, mais vous allez en faire plein d'autres, différentes, parce que vous aurez peut-être plus d'ouverture, parce que vous allez être plus contraint au niveau de la focale et donc bouger différemment. Le bridge, oui, c'est ça. On se met là et on fait un coup en avant, un coup en arrière. Il y a un peu de fainéantise dans tout ça. Donc on en revient à l'éducation de la focale fixe. Ouais. Passer par la focale fixe parfois, avoir cette frustration de se dire tiens, je vais pas prendre la photo que j'imaginais, mais je vais en faire une autre. C'est pas inintéressant. C'est du sport la photo, faut marcher. Bon là, on a évoqué la monture Nikon Z. Dans cette catégorie de super méga zoom, quelles sont les choses qui s'offrent à nous en monture Canon RF? RF, un seul, 24-240. Le 24-240, f4.6.3 ISUSM. Ouais. Et en APS-C, il propose même un 1850. Exactement, qui est beaucoup plus abordable, un 560 € versus 1000 €. Chez Sony maintenant, du choix, il y en a beaucoup. Alors chez Sony, on a le zoom APS-C 18-200. Qui est l'un des tout premiers zooms de la gamme à l'époque Nex Sony, qui a connu une évolution. On a également le zoom 24-240 qui a été longtemps attendu et qui faisait cruellement défaut dans la gamme. Et puis sur les plages de focale plus longues, il n'y a pas d'autre choix pour le moment, si ce n'est en marque complémentaire. Chez Tamron, notamment, qui déploie une gamme extrêmement large, pas toujours simple à comprendre entre ce qui est APS-C, full frame et autres, du 35-150, du 50-300, pardon, du 50-400 également. Du 28-200, du 28-300. 28-300 sorti cette année. Cette année, oui. Qui était un modèle qui existait en réflexe, 28-300 aussi. Et puis, ils avaient aussi un 28-400 en version réflexe. On peut imaginer qu'une version hybride sera 18-400, tu veux dire 18-400, pardon. En APS-C, ouais. Ça va finir par arriver aussi. Chez Lumix, les utilisateurs de boîtiers Lumix S2436, il y en a un qui est proposé.
Ah oui, et qui est très très intéressant parce qu'il est très compact. Là aussi, on sent bien que le choix de Panasonic et Lumix sur sa gamme S, ça a été de travailler sur la compacité des objectifs, hein, à la fois sur les zooms comme le 24-200, à la fois sur un 24-105 finalement est assez classique, mais même les focales fixes, hein, le 100 macro, le 28-200, etc., on a des optiques qui sont extrêmement compactes et intéressantes. Alors que c'est pas forcément le cas des boîtiers qui sont un petit peu plus encombrants, un petit peu plus charnus que les marques concurrentes. Je précise d'ailleurs en monture L que Samyang, hein, qui a décliné lui aussi un 35-150 f2.2.8, propose cet objectif aussi en monture L et que ça peut être une bonne option pour aller voir loin avec de la qualité sur un Lumix S. Alors en monture Fujifilm, maintenant monture X APS-C, bon, il y a un peu de choix aussi. Il y a un super 18-120 mm f4 conçu pour la vidéo, un PZ, donc motorisé, et un 18-135 mm qui là est plus orienté photo. Et Tamron a décliné aussi son 18-300 mm f3.563 DI3A VC VXD, et ça c'est une optique qu'on peut trouver autour des 650 €. Pour terminer maintenant, peut-être un petit mot sur la monture micro 4 tiers avec Lumix toujours et OM System. Chez Lumix, on trouve un 14-140 mm f3.556 en seconde génération, et chez OM System, on va trouver du 1200 mm f4, une optique professionnelle Superbe optique. qui est Super, magnifique, ouais. magnifique, Gamme Pro, magnifique. très très belle optique. Avec une très très belle stabilisation. Ouais. Ouais. Ça fait un 24-200 sur le terrain, F4 Pro, donc protégé contre les intempéries, etc. Magnifique. Et dans une gamme un peu plus modeste, on a un 12-200 mm f3.556. Voilà, pareil, il faut appliquer un coefficient de multiplication de 2 fois pour avoir les focales équivalentes. Donc ça monte à 400 mm, ça voit très loin et ça vaut à peu près 1100 €. Voilà pour les super méga zooms. Et maintenant, on va rentrer dans l'univers du 24-105 mm. Les zooms à plage de focale un peu plus modeste, mais qui là donnent la priorité aux ouvertures constantes qui, historiquement, étaient de f4 sur cette catégorie d'objectifs. L'une des dernières nouveautés proposées par Sigma bouscule un peu les codes de cette catégorie de zoom, et on écoute Foucault Prové, le directeur général de Sigma France, nous présenter donc le 28-105 mm f2.8, sorti tout récemment en gamme Art. Ce nouveau zoom 28-105 a été pensé pour une utilisation hybride, mais pas hybride au sens de mirrorless, appareil sans miroir versus réflexe, mais hybride au sens vidéo et photo. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, le 24-105 f4 est probablement l'objectif le plus utilisé en reportage vidéo par tous les vidéastes, petites boîtes de prod que l'on peut croiser ici et là. Le 24-70 2.8 est une optique énormément appréciée pour le reportage photo. Et le but était d'allier le meilleur des deux mondes. Pour une question de portabilité et le cahier des charges qui avait été donné aux ingénieurs, c'était de rester en dessous de 1 kg, qui était peu ou prou le poids d'un 24-70 à l'époque du réflexe. Eh bien, la focale la plus large a été limitée à 28, mais on retrouve quand même une énorme polyvalence. La philosophie derrière ça, c'est portabilité et polyvalence. Donc en termes de qualité optique, j'ai absolument aucun doute. J'ai déjà des retours extrêmement positifs de photographes, notamment une des personnes qui nous a aidés pour le lancement dans la communication du produit, qui lui-même est photographe de concert et qui m'a déjà commandé le produit parce qu'il a été tout simplement bluffé et que ça va lui permettre notamment de ne plus emmener de 70-200 de 8 complémentaires parce qu'il me dit qu'aujourd'hui, avec des boîtiers qui font une trentaine de millions de pixels minimum, à 105, on recroppe facilement à 150 et on peut se passer du téléobjectif. Donc la qualité d'image est suffisante aussi pour pouvoir recropper dans son image. Tous les tests sortis depuis le mois de septembre le disent. Après, la question, c'est est-ce que la portabilité va être suffisante ? Est-ce que les photographes reporters vont s'en emparer ? Pour ce qui est de la vidéo, j'ai absolument aucun doute. Le poids d'1 kilo est absolument pas rédhibitoire pour quelqu'un qui fait de la vidéo. Et donc là, j'ai aucun doute que la qualité sera suffisante. Alors Sigma propose ce 28-105 mm f2.8 et a précisé aussi que Canon a lancé, et on l'a déjà évoqué cette année, un 24-105 mm
f2.8 constant également. Romuald, dans les autres montures en termes de 24-105, à quoi on peut prétendre? Alors, chez Lumix Panasonic, on va trouver un 2405 4 OIS de facture, somme toute, très classique. Estampillé macro. Estampillé Je le disais macro, un peu oui, plus tôt, oui, mais alors oui. c'est pas de la macro 1.1, je me permets d'ajouter Ouais. ça. Je crois que la distance minimale de mise au point, c'est 30 cm, donc à toutes les focales, ce qui est très intéressant, mais c'est de la proxy photo. Petit aparté, il semblerait que ce soit quand même plus facile pour les optiques hybrides d'avoir des prédispositions en proxy photo, Ok. en macro photo. On le voit, beaucoup de focales fixes prennent l'appellation macro, les zooms également. Tant mieux. C'est encore une petite case bien cochée pour la pratique photo. Nikon, un choix un petit peu différent que j'aime beaucoup, avec un 24-120 f4. Plus polyvalent. Plus polyvalent, qui va un peu plus loin et qui là pour le coup peut remettre en question l'usage d'un 70-180 ou d'un 70-200, même si faut pas oublier, hein, c'est que la focale et l'ouverture, ça joue aussi sur la perspective et la profondeur de champ. Donc un 70-200 de 8, ça a quand même une signature bien à lui, c'est reconnaissable entre tous. Je suis pas sûr qu'avec un 24-105 de 8 ou un 28-105 de 8, on ait les mêmes, tout à fait les mêmes cadrages et les mêmes perspectives. Et chez Canon, c'est boulevard, pour le coup. Chez Il y en a Canon, trois. ouais, c'est boulevard. Donc on a une offre, il y a une offre avec un 24-105 qui est pas très lumineux, mais qui est un objectif primo-accédant qu'on trouve en kit avec le R6 Mark II, qui a un 4.7.1 d'ouverture, Qui est proposé stabilisé, à 500 €. 500 balles. Faut avoir conscience quand même qu'un 24-105 f4 constant, on est entre 900 et 1500 €, hein, grosso modo. Donc là, une alternative à 500 €, c'est quand même plutôt le bienvenu. Hein. Ouais, et puis c'est encore une fois, faire une très belle optique à 3000 balles. Heureusement qu'elle est bonne, l'optique à 3000 balles. Mais à 500 balles, quand on voit ce qu'ils nous font à 500 balles, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Donc le 24-105, motorisation STM qui est stabilisée avec du R6 et d'autres boîtiers, ça fait une double stabilisation. On a ensuite le classique 24-105 4L IS-USM, qu'on connaît tous, hein. Il est tellement connu que plus personne, les clients, ils savent même plus si c'est de l'EF ou du RF, tellement ils se ressemblent. Et faut pas se tromper quand même. Ouais, faut pas se tromper. Parce que dans un sens, ça marche avec une bague, mais dans l'autre, c'est plus compliqué, hein. Et puis, on voit apparaître cette nouvelle gamme Z qui se décline également autour d'une optique fixe, le 35 mm, mais le 24-105 2.8 L, IS, USM, Z. Voilà. Bravo. 3600 €. Ouais, Voilà. c'est bien. C'est bien. C'est moins cher que le boîtier, hein. Mais j'aimerais quand même juste réagir par rapport à ce qu'a dit Foucault. C'est-à-dire que 1 kg pour un vidéaste, effectivement, ça posera pas forcément un problème. Donc, ce 28-105 mm Art, il a toute sa place. Mais si on pense en photo, ce serait pas mal que Sigma fasse le 24-105 f4 qu'ils savent faire, hein, qu'ils ont sorti à l'époque en réflexe en gamme Art et qui n'existe en tout cas pas encore dans la gamme. C'est le petit cocori, enfin le petit appel en tant que plus peut-être photographe que vidéaste dans cette gamme d'objectifs. On a des machines qui sont communes pour filmer et photographier. Et on parle du boîtier, mais on se rend bien compte qu'à l'usage, c'est pas encore tout à fait la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose d'ailleurs. Bon, maintenant on parle des 24-70 mm, donc le Graal, hein, pour la majorité des photographes. f2.8 constant, des optiques qui sont généralement un peu plus chères que les 24-105 f4, qui sont pour certaines des optiques qui s'adressent aux photographes professionnels et aux experts. Alors on y va, Romuald, propose-nous des choses en monture Nikon Z, Canon RF, Sony E, L-mount, monture X et monture micro 4 tiers. Alors, chez Nikon, 24-70 2.8 dans la gamme S, une optique exceptionnelle en termes de qualité. C'est l'optique à tout faire historique dans le monde professionnel, hein. Le sac, il contient 3 optiques, hein. C'est 14-24 ou son équivalent, le 24-70. La Sainte Trinité, comme dit Fabrice. Voilà, et 70-200. Donc cette optique, on va la trouver chez Nikon avec une très belle formule, des résultats qui sont à l'avenant. 2600 €. 2600 balles. On va trouver le Canon RF 2.8 LIS USM
qui est dans la même gamme de budget. Chez Sony, il reste au catalogue encore le 24-70-2.8, donc G Master 1 Ouais. et G Master 2. Et le G Master 1 qui se décline en kit, très très intéressant, avec notamment Asa l'Alpha 3. 7 IV. Ah, avec le 4. Ouais, Ok. ouais, ça fait un beau kit et ça permet d'accéder à une belle optique. On fait un petit peu un compromis sur le poids, mais la version GM1 était déjà intéressante sur le rapport poids-taille. Chez Panasonic, on retrouve également un 24-70-2.8 également. Donc tout ça pour dire que finalement, chaque marque photo se doit d'avoir son 24-70-2.8. Et ont Et elles l'ont désormais toutes. des alternatives. Ouais. Des alternatives. On évoquait chez Nikon un 28-75 mm f2.8 qui fait quand même beaucoup penser au modèle Tamron, on va pas se le cacher, mais parallèlement, il y a aussi un 24-70 mm f4 Quatre. constant chez Nikon qui peut être assez intéressant. Bon, chez Canon, on l'a déjà évoqué, le nouveau 28-70 mm f2.8 STM qui va bientôt arriver. Puis on voit aussi les premiers zooms f2.8 constants dans l'univers de la PSC signés Sigma qui sont proposés désormais en monture Canon RF. Chez Sony, il y a du choix. Alors là, pour le coup, chez Sigma, chez Tamron, chez Samyang, du 24-70, il y a vraiment toutes les options. On va démarrer en APS-C à 550 € chez Sigma pour monter jusqu'au Saint Graal, le G Master 2 à 2400 €. Et alors, le plus ouf des 24-70 mm, il est proposé en monture L. Il est signé Leica. Ce n'est pas un 24-70, c'est un 24-90 mm Vario Elmarit f2.8.4 qui n'est donc pas à ouverture constante, proposé quand même pour la modique somme de 5 670 €. J'espère qu'elle arrache cette optique à ce prix-là. Là aussi, il faut la porter. Ouais, rapporté poids au kilo, prix au kilo, je suis sûr qu'elle ne doit pas être mauvaise finalement. En monture Fuji, l'ouverture de la monture Fuji à Tamron et Sigma fait qu'il y a du choix. On a un modèle chez Fuji, seconde génération, annoncé il n'y a pas très longtemps. Le 18-50-2.8 Contemporary chez Sigma et un 17-70 mm f2.8 constant proposé chez Tamron. On termine avec le micro 4 tiers OM System 12-40 mm f2.8 Pro seconde génération à 960 € et un 12-35 mm f2.8 seconde génération également proposé chez Lumix. Donc là, pour le coup, il y a vraiment du choix sur cette catégorie d'objectifs. Pour terminer, on continue avec les zooms transstandards. Et là, Benjamin, contiens-toi. Cette fois-ci, on va parler des modèles un peu hors concours avec des plages de focale qui sortent des classiques 24-70 ou 24-105 mm. Sony a récemment lancé un nouveau 24-50 mm f2.8 et on vous propose d'écouter Fabrice Abuaf nous le présenter. Alors, c'est vrai que chez Sony, on a beaucoup d'objectifs transstandards. Donc, souvent, la gamme G Master est une gamme sur les focales classiques 24-70 à 2.8 et la gamme G est en général à f4 sur des focales équivalentes ou un peu plus longues, type 24-105. Mais là, effectivement, on inaugure quelque chose d'un petit peu différent puisque les gammes G et G Master sont faites aussi pour avoir des compromis de poids, des compromis de prix plus intéressants en fonction de chaque budget et de chaque sac à dos. Et ce 24-50, donc série G à 2.8, donc c'est notre premier avec le 16-25 aussi en 3 grands angles, qui est un peu son petit copain à 2.8, vient ouvrir une gamme plus petite, plus légère, mais à 2.8, avec effectivement le petit compromis pour être plus léger et plus accessible aussi au niveau prix, d'avoir une plage focale légèrement réduite, d'où le 24-50 f2.8. Après, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est la compacité, la légèreté, donc en vidéo, éventuellement sur des systèmes de stabilisation, simplement en prise de vue, que ce soit en nomade, en voyage ou en street, pour être petit discret. Donc voilà, la clé, c'est d'être à 2.8 dans un concept qui quand même couvre les focales clés qu'on aimerait en focale fixe, c'est-à-dire du 24, du 35 et du 50. Surtout avec toute la technologie Sony dedans, c'est-à-dire que le suivi autofocus, le piqué, la symbiose avec le boîtier, c'est ça que recherchent aussi les utilisateurs.
Bon, qu'est-ce qu'on en pense, Romuald, de ces objectifs qui sont pas vraiment des transstandards, Benjamin, On est border là. qui vont du 24, du 28 jusqu'au 50 mm. C'est vrai que ça permet de faire des choses très compactes et très légères, hein, en vidéo, c'est un avantage. Bah, ça répond à une demande effectivement de compacité. Ça a le mérite d'exister. Ça répond certainement à une demande. Sur la vidéo, Fabrice le souligne à juste titre, hein, l'équilibrage sur un stabilisateur, c'est pas toujours très simple avec un 24-70 de 8. Le 24-50, avec sa conception, il rend ces choses-là beaucoup plus faciles. Et puis, c'est une optique qui est presque, moi je dirais, au-delà de la vidéo, dédiée à un boîtier, l'Alpha 7C2, qui est un boîtier très compact, très léger. Et c'est une optique qui mérite ce boîtier. C'est une optique qui a des alternatives, puisqu'on va pouvoir trouver aussi un Tamron 17-50 mm f4 constant, qui va être proposé aux alentours des 600 €. Chez Sony, un 20-70 mm f4, une plage de focale un petit peu plus large, avec une ouverture f4 constant proposée à 1500 €. Le Sigma, on en a déjà parlé, hein, évidemment, 28-45 mm f1.8 constant DGDN Art à 1500 €. Et ce fameux Sony, le 24-50 mm f2.8, qui lui est proposé à 1300 €. Dans les objectifs un peu hors concours comme ça, si on va un peu de l'autre côté du spectre, est-ce qu'on peut revenir quelques secondes sur ce fameux 35-150 mm développé par Tamron pour la première fois, avec des ouvertures maximales lumineuses mais variables, un peu hors norme, f2.8, quoi. On n'avait pas l'habitude de voir ce genre de choses. Comment c'est perçu, ce genre d'objectif totalement hors concours par les photographes et les vidéastes? C'est un objectif qui laisse pas indifférent et qui a besoin d'être vu, d'être utilisé. Le poids est conséquent, hein, quand même. Le poids est conséquent. C'est On pas en revient à stabilisé. l'encombrement, C'est qui pas est stabilisé, attention, hein. Ouais, un donc, critère qu'il faut vraiment prendre en compte. Ouais, c'est vraiment une optique. Il faut pas, voilà, il faut la prendre en main. Faut bien avoir conscience qu'on va se trimballer ça. C'est une optique extrême. Dans tous les sens du terme, que ce soit en luminosité, en qualité, etc. Mais voilà, l'encombrement, le poids, l'absence de stabilisateur, ça va répondre à une demande, à un usage, à un type de photographe. Elle a ses aficionados et elle a ses détracteurs, cette optique-là. Mais c'est bien un transstandard. Mais c'est un Sans transstandard. aucun problème. Un transstandard. Alors que le 50-400 est à la frontière. On va dire que le 24-50 Sony était à une frontière et le 50-400 Tamron est de l'autre côté de la frontière. Ces deux ne sont donc pas des transstandards. Et un transstandard qui suscite l'intérêt, en tout cas, puisque Samyang a développé exactement la même optique et proposé beaucoup moins cher. Hein, parce que chez Tamron, il faut aligner 1950 € pour se l'offrir. Et chez Samyang, il faut prévoir 1150 € pour cet objectif-là. Quand tu dis développer la même optique, ça veut dire copier ou oui. ça se ressemble étrangement. Ça se ressemble étrangement, mais voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Romuald, d'avoir partagé toutes tes connaissances autour de cette catégorie d'objectifs incontournables et désirables que sont les zooms transstandards. On passe à la suite avec le débrief.